Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics, avec toujours un tout petit peu de spoil. Comme d'habitude, si vous voulez mon avis sur un titre en particulier ou esquiver le spoil d'un titre en particulier, je vous renvoie à la barre YouTube ou en description où il y a la liste de tous les titres. Pareil en description, vous avez un lien vers tous mes réseaux, Twitter, TikTok, Instagram et j'en passe. Avant de commencer aussi, pensez à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager. Ça fait toujours plaisir et ça permet à la chaîne de grandir doucement mais sûrement. Et bah, sur ce, on commence maintenant. Tout d'abord, on va continuer la découverte de Hideshi Ino, et cette fois, c'est l'enfant insecte, qui est tout aussi étrange et bizarre que son prédécesseur, donc qui était le Serpent Rouge. Alors, on retrouve un petit peu le personnage qu'il y avait dans le Serpent Rouge, donc ce petit garçon aux yeux j'aime pas dire globuleux, on a l'impression que ses yeux ils sortent de ses orbites, qui a un petit côté à la fois mignon, mais mignon, pas mignon, ah c'est trop mignon, je vais faire un câlin, c'est plutôt mignon, un peu bizarre quoi. Un peu comme Kitaro. Kitaro il a un petit côté par moments mignon, mais en même temps un peu effrayant, et là il y a vraiment ce côté-là. Et donc dans L'Enfant Insecte, on va suivre donc ce jeune garçon qui adore les animaux, qui est pas bon à l'école, ses parents le réprimandent, ses professeurs le réprimandent parce qu'il adore les animaux, qu'il les ramène à la maison, à l'école, et il devrait pas. Et un jour, il s'amuse avec des animaux, et notamment un insecte, qui le pique. Et là va arriver une transformation, il va devenir tout doucement un enfant insecte, puis un insecte tout court. Et on va suivre sa vie, où ses parents vont le chasser, les gens vont avoir peur de lui, vont lui lancer des cailloux. Il va aller vivre dans les égouts, il va bouffer des rats, des animaux morts, des bébés morts, des fœtus morts. C'est assez ignoble, c'est vraiment tout aussi dérangeant que le serpent rouge, mais peut-être même encore plus. Parce que vraiment, l'enfant insecte, c'est oh! Vraiment, bah, c'est tout le moment où il est dans les égouts et qu'il bouffe des trucs, il pète un câble, il commence à tuer des gens et qu'il dit: «Mais attends, mais je peux faire du mal aux gens?» Et il commence à devenir une créature un peu maléfique. Vraiment cool, touj les couvertures sont toujours aussi dérangeantes, avec l'enfant qui a les yeux qui sont, voilà, ces yeux globuleux, qui vont dans les 2 sens avec les chicots dégueulasses. Non, franchement, il y a des planches qui sont très belles, et dans le sens belle, très, très dérangeantes et effrayantes. Et bah, la semaine prochaine, ça sera le panorama de l'enfer, et bah, j'aurai fini mon petit tour d'horizon de Hideshi Ino. On reste avec les éditions Imacho, et cette fois, c'est Bambi, le quatrième tome de l'édition Remodeled. Et j'ai trouvé que c'était un tome qui était particulièrement sous tension, parce que on voit sur la couverture, il y a 3 filles, et en fait, qui apparaissent dans ce tome-là, qui vont chasser Bambi. Et tu sens que là, déjà, c'est des menaces un peu plus vénères que ce qu'il y avait jusqu'à présent. Alors, il y avait des menaces, notamment le mec Platinum Mask qui était quand même assez costaud, mais là, tu sens que Bambi, elle en chie grave. J'adore tout le passage où en fait elles sont 3, mais il y a une quatrième personne, c'est un peu leur esclave, qui me fait beaucoup penser à la Crampe dans Pulp Fiction, donc avec ses tenues SM, et qui course Bambi, et en plus il est tout le temps avec le braquemar bien levé, et c'est ignoble. Tout le passage où l'autre il est quasiment en train de lui taper dans le nombril, alors voilà, il y a rien d'effrayant, enfin rien de Peggy 18, enfin il y a comme un mec voilà, qui est au garde à vous pendant plusieurs pages, en tenue SM. La fille là qu'on voit qui prend le plus de place sur la couverture, pareil, hyper effrayante. Enfin franchement, un super tome, et on est déjà au tome 4 sur 6, peut-être 7 s'il y a le tome 0, mais voilà, je me dis: «Merde, mine de rien, il s'est fait attendre le tome 1, mais depuis ça carbure», et je me dis: «Merde, c'est bientôt fini», ça va me rendre un petit peu triste d'arriver au bout de cette série, Bambi. Bon, encore un tome 4, et cette fois, on parle de Big X, le quatrième et dernier tome de cette série de Osamu Tezuka. Donc là, ce tome-là est constitué de 2 histoires. La première, c'est Monde lunaire, où bah, notre héros part en expédition sur la Lune, et il tombe sur Kaguya, donc pas l'héroïne de Kaguya-sama Love is War, mais un extraterrestre qui s'appelle Kaguya, qui fait référence au conte de la princesse Kaguya, etc. Donc c'était vraiment un alien. J'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup de mangas qui utilisent ça. Monolith Axe aussi, c'est pareil, il y avait tout un délire avec Kaguya et la Lune, etc. Et donc c'est une histoire bien sympathique dans Big X. Ensuite, on a Micro X. Et bah, comme son nom l'indique, en fait, c'est qu'on va y avoir un peu l'opposé de Big X, il peut grandir. Là, c'est quelqu'un qui peut rétrécir. Et ouais, et donc ça amène la conclusion de Big X, qui était sympathique. Voilà, c'est pas mon titre préféré de Osamu Tezuka, mais ça reste sympa, ça reste divertissant. Et en plus, on a à la fin, facile, une trentaine, quarantaine de pages bonus, beaucoup de pages couleurs et des reproductions de couvertures, d'affiches, etc. Donc en plus, on voit les crayonnés
de Osamu Tezuka, les coups de Tipex, donc vraiment tous les moments où il a fait des erreurs et il s'est rattrapé. Et il y a aussi toute une explication sur l'œuvre par, alors j'ai un doute sur son prénom, excusez-moi, c'est Xavier Ebert, ou Hébert, je sais pas si, j'espère que je le prononce mal, pas mal, qui fait toute une analyse, comme bah, il y avait eu pour Captain Ken, qui est super intéressant, qui revient sur le personnage, sur à quel moment ça a été écrit dans la carrière de Tezuka, à quel moment ça a été écrit dans l'histoire du Japon, et le contexte géopolitique, forcément, s'il y avait une guerre, un manga sur un soldat, ça peut faire sens ou non, etc. J'en dis pas plus. En tout cas, Big X, ça reste plaisant. Et donc, bah, dès que j'ai fini Hideshino, on va commencer à parler de Wonder 3 parce que j'ai les 3 tomes et je les ai toujours pas lus. Alors, j'en parle vite fait. C'était pas forcément prévu à la base que j'en parle, mais je me suis. Alors, j'ai le tome 10, mais en fait, j'ai lu les 10 tomes de Banana Fish. J'avais acheté les 2 premiers tomes à sa sortie et j'avais continué à acheter les tomes, mais pas forcément en parler parce que j'avais vu l'animé quand c'est sorti sur Prime il y a très très longtemps, et j'avais pas envie de redécouvrir Banana Fish une nouvelle fois de manière hebdomadaire ou mensuelle ou trimestrielle. Je voulais me relire ou découvrir en tout cas Banana Fish d'une traite. Donc j'ai attendu que les 10 tomes sortent. Bon, ça fait quelques temps que le tome 10 est sorti, et donc là j'ai profité d'avoir les 10 tomes. J'ai dit bon, j'ai rien à lire, allez, je m'enchaîne les 10 tomes en une semaine, et j'ai adoré. Alors le tome 10 en plus il est très court en fait, parce que l'histoire s'arrête à peine au bout de quelques pages sur le tome 10, et après on a des histoires courtes en lien avec Banana Fish, des histoires qui se passent avant et après Banana Fish. C'est sympathique, et c'est vrai que si on s'intéresse juste à Banana Fish, bah, le tome 10 sert pas à grand chose, mis à part avoir la conclusion qui fait une trentaine de pages. Mais ça reste sympathique d'avoir fait ça, d'avoir proposé ça en plus, un petit bonus. Je sais pas si je prendrai le databook qui arrive dans quelques temps, ni Yasha, l'autre manga que Panini va sortir en 6 gros pavés comme ça. Parce que j'aime bien Banana Fish, mais je suis pas un aficionados de Hakimi Yoshida. Donc j'ai pas forcément envie de compléter dans ma mangatech d'autres œuvres de l'autrice, si je dis pas de bêtises. Banana Fish j'aime bien. L'animé est quand même magnifique. Donc si vous connaissez pas, allez voir l'animé. Et alors, vite fait, parce que je sais même pas de quoi ça parlait, ceux qui connaissent pas. J'ai fait un manga à chaud il y a un an ou deux dessus. On va suivre Ashlings, qui est un petit délinquant, petite frappe new-yorkais, qui travaille pour un grand parrain italo-corse. Et il va rencontrer Eiji, un jeune japonais qui accompagne un journaliste pour un stage de découverte. Donc c'est pas vraiment ça. Et donc ils vont se rencontrer, il va y avoir toute une histoire d'enquête autour du banana fish qui est une drogue, etc. Donc ils vont partir un peu partout dans les États-Unis. Ça va être un gros road trip avec la mafia qui leur court après. C'est vraiment cool. Il y a une petite vibe Naoki Urasawa quand même dans le côté un peu road trip, découverte, un mystère, etc. Avec un peu plus d'action et un peu plus d'homosexualité, même si c'est pas le point d'encre de l'œuvre. Hein. Franchement, il y a juste une petite tension entre les deux personnages principaux, mais il y a une fois ils s'embrassent dans toute l'œuvre, et encore, c'est qu'il y a une raison. J'en dirai pas plus, j'espère que je vous ai pas dégoûté de l'œuvre, mais en tout cas, Banana Fish, très bien, et en plus, bah, j'adore les dos, parce qu'en fait, sur tout le dos, il y a une méga fresque qui représente le Banana Fish. Alors, je sais pas s'il y a un petit dessin, voilà. C'est le dessin qui est ici. En fait, on a le Banana Fish qui rend super bien, donc quand t'as les 10 tomes rangés, bah, ça a de la gueule, et franchement, en Panini, ils ont fait du bon boulot. Et prochainement, je vais me lire les 9 tomes de Eden, et j'en reparlerai dans mes lectures. Maintenant, c'est l'heure de la trilogie de Tsutomu Takahashi. On va les faire à la suite parce qu'il y a des titres sur lesquels j'ai pas grand chose à dire. Tout d'abord, le tome 2 sur 3 de Blue Heaven. C'est toujours aussi bien, même si c'est pas le masterclass, c'est pas mon titre préféré de l'auteur. Ça reste sympathique. Je pense que pour le tome 3, je relirai les 2 premiers tomes pour avoir tout en tête pour la conclusion finale. C'est sympathique, donc il y a un gros focus sur 2 personnages. L'un, c'est le petit vieux en fauteuil roulant avec le visage cramé, et on découvre un peu ses origines. Et on nous montre aussi un petit peu son fils qui est tout aussi taré que lui, mais il y a toute une histoire de vengeance, de pognon, de délire pharmaceutique, d'héritage, etc. Voilà, c'est sympa, Blue Heaven, mais c'est pas mon titre préféré de Tsutomu Takahashi. Il a fait beaucoup mieux, et en même temps, c'est que 3 tomes, donc je vais pas non plus me plaindre. Ça aurait été un peu plus long, peut-être que j'aurais dit ouais, on va attendre un petit peu, je vais avoir des retours, etc. Parce que là, c'est vrai que c'est que 3 tomes, mais c'est vrai que je suis pas non plus autant conquis que d'autres titres que j'ai dans l'autre main. Ensuite, on a Soul Keeper. Donc je me suis renseigné, et c'est bien expliqué dans le bouquin. Ça a été écrit après Fukushima. Ils font beaucoup écho à ce qui s'est passé à Fukushima au Japon. Donc vraiment un super tome où là, tu as le Premier ministre japonais qui vient dans la centrale nucléaire. Il y a toute une explication, on va dire, très bureaucratique, diplomatique, les enjeux économico-ministériels, politiques, il y a avec les lobbies, tout ça, ça devient super intéressant.
J'ai adoré le passage où le personnage boit un verre d'eau. J'en dis pas plus, mais en tout cas, c'était grosse coronesse. Et en même temps, notre héroïne qui fait tout pour le protéger, mais bon, elle a du mal. Il reste plus que 3 tomes, et ça va être des tomes qui vont être bien vénères. Vivement la conclusion début mi-2023, je pense. En tout cas, Soul Keeper, très très bien. Et on arrive, meilleur hein, quand même, Black Box, donc c'est le combat entre Ryoga Ishida et Réon Sido. Sidou ou Sido, je sais pas trop. Oufissime. Vraiment, le combat, toute la tension qui se crée, où t'as Ryoga qui s'entraîne et son coach qui lui dit ouais, je vais ramener en toi la bête assoiffée, celui qui veut tuer, etc. Le tueur qui est en toi. Et son père qui dit oh, c'est trop bien, il va ramener le côté tueur de mon fils. Et après, bah, il se rend compte pour la peser, il commence à se lancer des pics, et à un moment, il y a des enjeux qui se créent. On dit bah ouais, si Ryoga il perd, il s'évente il se coupe le ventre, il se fait seppuku. Et il dit bah ouais, bah si toi tu perds, et ben ta copine elle jouera dans un porno. Donc ça monte déjà la tension entre les deux qui était déjà bien tendue, les mecs ils voulaient se castagner, et le combat, c'est un combat chiffonnier. Alors déjà, en plus, avant, il y a Ryoga qui croise la copine de Léon, et bah lui, il lui gerbe dessus, donc ça rajoute en plus de la tension. Léon, il a juste envie de le tuer, et le combat, c'est un combat de chiffonnier, il se tape dessus, mais c'est juste des gros bourrins. C'est un super match, il reste plus que 2 tomes, et je suis déjà triste de me dire, purée, allez, début 2023, la série est terminée. J'espère qu'on aura d'autres titres. Je sais que, comme je l'avais dit pour la vidéo, je sais plus si c'est pour E2 ou pour Black Box, que dans Atom, ils avaient annoncé qu'il y aurait des nouveaux titres de l'auteur qui devraient arriver prochainement. On ne sait pas encore chez quel éditeur, mais en tout cas, ils avaient dit que c'était ces titres les plus récents, un sur un pharmacien et un sur de la musique, sur de la guitare. Et en tout cas, voilà, Tsutomu Takahashi, toujours aussi content. Et vraiment, ça fait plaisir de me dire que j'en ai eu 3 d'un coup ce mois-ci. Ça fait ultra plaisir. Maintenant, on change totalement d'univers avec Quand Takagi me taquine. Toujours aussi bien, toujours aussi sympathique, rafraîchissant. Après, j'ai pas grand chose à dire, pas parce que c'est mauvais, pas parce que c'est nul, mais c'est juste que bah, c'est un enchaînement de petites histoires courtes qui n'ont pas de lien les uns avec les autres, ce qui fait que bah, je peux pas dire ah, j'ai adoré tout l'enchaînement de situations. Bah, il y a des chapitres qui sont cool, notamment le chapitre où Nishikata a cassé une vitre, et il y a une histoire avec un carton en haut, et qu'à un moment il croit que le carton tombe, il attrape Takagi, elle est rouge tomate. Elle a dit non, c'est bon, on arrête de jouer aujourd'hui. Et elle rentre chez elle, et l'autre elle fait oh, purée, il m'a attrapé par la taille, là, qu'est-ce que je vais faire? Il y a le passage aussi où bah, c'est sur la couverture où à lui rapièce son bouton qui est cassé, et à un moment il y a tout un flashback où on dit ouais faut que je fasse ça pour l'homme, que le garçon que j'aime. Donc tu dis bon bah tu sais, bon, le tome 1 on sait hein, qu'elle est amoureuse de lui, mais c'est vrai que c'est toujours marrant ce genre de petites situations. Le passage aussi où ils doivent pas dire 2 mots, le mot interdit, et que Takagi a mis son mot interdit, c'est je t'aime. Elle sait qu'il lui dira jamais, donc c'est trop fort. J'adore ce genre de petits passages, c'est cool. Voilà, après c'est vrai qu'on est déjà au tome 17, ça reste hyper plaisant à lire, ça reste hyper fun, mais c'est vrai que je dis 17 tomes sur juste 2 gamins qui s'embêtent, une qui embête le garçon qu'elle aime, c'est vrai que c'est long, mais c'est toujours aussi cool, moi j'adore. On change totalement de Chippy, et cette fois c'est Arrête de me chauffer Nagatoro. Alors j'ai pris l'édition Deluxe, qui est relativement hardcore quand même, parce que là c'est plein de petites histoires courtes qui font, aller 2-3 pages, qui sont écrites par différents auteurs. Je crois qu'il y a l'auteur de Twin Star Exorcist, à la fin ils disent, il y a les 2-3 noms, il y a Twin Star Exorcist, il y a un dessin de l'auteur de Quand Takagi me taquine, et il y a des passages un peu plus dénudés, on va dire, pour Nagatoro. Bon, dans ce tome-là, il y a quand même quelques passages un peu plus érotiques, notamment il y a un passage où, bon, je pense que ça devait être une référence à Food Wars, où ils bouffent un truc, et donc ils sont tous à poil, donc c'était peut-être le moment le plus érotique du tome, le reste, c'était super cool. On met un peu en avant la quatrième amie de Nagatoro, donc qui s'appelle Sakura, si je dis pas de bêtises. J'ai envie de dire Sakura, qui est un peu plus la tepu de la bande, on va dire ça comme ça, parce que j'aime bien, il y a un passage où ils arrivent dans une cafétéria, il y a des geeks qui sont en train de jouer, il y a un club de geeks qui sont en train de jouer aux jeux vidéo, et ils disent: «Ah, ils nous font trop de bruit, on n'arrive pas à les faire partir». Et il dit: «Sakura, tu t'en occupes?» Et elle arrive dans le groupe, elle dit: «Oh, t'es beau toi, oh t'es musclé, oh toi t'es trop intelligent». Et les mecs ils sont tous en chien sur elle, et après elle regrette un petit peu parce que les mecs ils sont à fond sur elle, ils ont fait un club rien que pour elle. C'était très drôle ce passage-là. Il y a aussi l'arrivée d'un nouveau personnage qui est apparu dans l'animé, si je dis pas de bêtises, et qui est donc qui clôturait l'animé. C'était la présidente du club de peinture, et qui impose au héros d'arrêter de fréquenter ces gens-là, parce qu'il dit le club c'est pas un club où on fait la fête, où on picole, c'est un club de peinture. Si tu fais plus de peinture, tu te casses, on ferme le club. Et donc ça a initié aussi le fait qu'il va y avoir bientôt le festival scolaire, qui était donc le point culminant de saison 1. Donc dans 2-3 tomes, on aura dépassé l'animé, sachant qu'en mois de janvier, on va avoir la saison 2 de l'animé.
Donc je vais encore avoir un peu d'avance par rapport au manga, mais en tout cas, arrête de me cheveux Nagatoro. Moi j'apprécie toujours autant, c'est sympathique, quoi qu'en disent d'autres personnes. Moi je trouve ça c'est une petite lecture rafraîchissante et sympathique. Maintenant on va parler de bande dessinée avec le tome 16 de Donjon Monster quelque part ailleurs. Alors il y a une petite explication de date, alors ça se passe entre le donjon -79 et le donjon 9, parce qu'il y a toute une ellipse de temps qui se passe dans le bouquin. Donc on est un tout petit peu après les derniers tomes de Potron Minet. Donc, alors, je vais juste peut-être faire une petite explication. Donjon Monster, qu'est-ce que c'est? Donjon Monster, c'est... alors, Donjon, c'est une série de BD qui fait quasiment 40, 60 tomes, où on va suivre plusieurs personnages à différentes temporalités. On a Donjon Zénith, on est plus ou moins le présent. On a... c'est pas Crépuscule, c'est comment déjà? C'est la série où ça se passe à la fin des temps. Crépuscule, où c'est la fin, quasiment la fin du monde. On a Potrominé, où c'est pas le début du monde, mais c'est, on va dire, les origines d'un personnage. On a après ce qu'ils appellent Antipode 1, enfin plus et moins. En fait, on est 1000 ans dans le futur, 10 000 ans dans le futur et 10 000 ans dans le passé, à des époques totalement extrêmes où c'est vraiment la SF et l'autre c'est vraiment l'âge de Cro-Magnon. Et en fait, Donjon Monster, c'est une petite série. On va revenir sur différents personnages qui sont apparus. On découvre un petit peu leur origin story. Et donc là, on est sur ce personnage-là qui est une avocate, qui il y a toute une histoire de complot et d'enquête et de jugement autour des morts, parce qu'est-ce qu'on doit les garder les morts, etc. C'est sympathique, mais c'est vraiment pas ma BD préférée. Je trouve que les deux derniers Monsters étaient pas foufou. Encore que l'histoire avec la lapine était cool, mais c'est vrai que celui-là, sympa, mais sans plus. Et surtout, je me souviens pas de ce personnage-là, ce qui fait que bah, je l'ai lu, mais sans m'attacher au personnage, sans se dire ah ouais, d'accord, je comprends maintenant pourquoi il disait ça dans tel tome. C'était sympathique. Bon, c'était cool de revoir l'avocat taureau, ou buffle. Mais voilà, Donjon Monster, ça reste sympathique. Mais voilà, j'attends tous les prochains. Je crois que le prochain, c'est Zénith. Donc on va revenir sur l'histoire du canard. Et ça m'intéresse un peu plus. Et on finit, comme depuis 2 semaines, avec les futurs de Liu Cixin. Alors j'en ai parlé il y a quelques temps de celui-là, Les Trois Lois du Monde. Je l'ai relu pour l'occasion, en me disant je vais me relire les 6 tomes, les 6-7 tomes déjà sortis des futurs de Liu Cixin chez Delcourt. On m'avait dit que c'était des 3 premiers, c'était le meilleur, et j'ai lu les 2 premiers, et j'ai relu le 3e, et clairement, c'est vraiment le meilleur des 3 premiers, il n'y a pas photo. C'est une histoire qui mélange, en fait, on a 2 histoires en parallèle, je vais peut-être me répéter par rapport à ma vidéo où j'en ai parlé une première fois. En fait, on a 2 histoires, on a d'un côté, on a une méga corporation, on a une guerre entre les carbones et les silicium dans l'espace lointain, qui se foutent sur la gueule et qui rallient des planètes pour augmenter leur armée. Et de l'autre, on a une histoire avec des enfants et un professeur qui se passe en Chine, et dans un petit bled paumé de la Chine, vraiment un petit bled tout paumé, tout pauvre. Et en fait, on a une histoire sur un professeur qui fait en sorte que ses élèves aillent à l'école, étudient pour devenir intelligents, pour que le village puisse prospérer, et il leur fait des cours, etc. Et en fait, vers la fin, les 2 histoires se rejoignent. En fait, le peuple, les aliens, enlèvent des enfants, on dit on va voir s'ils sont intelligents, on va leur poser des questions, et en fait, toutes les questions auxquelles ils répondent, c'est lié à ce que leur prof leur a appris durant toute leur vie, ce qui fait que, en fait, c'est pas un peu plus dégénéré, ils sont intelligents, ils savent des choses, donc on va les conserver. Et donc, il y a toute une thématique sur le fait que les enseignants, la transmission du savoir, les professeurs, qui est super cool. Et j'ai vraiment adoré tout le sous-texte qu'il y a dans le bouquin, tous les propos qu'ils ont par rapport aux professeurs. Alors que je suis pas du tout du milieu de l'enseignement, mais j'ai vraiment adoré ça. Et là, j'ai vraiment beaucoup plus aimé ça que les 2 premiers bouquins, qui sont très bien. Mais je suis moins rentré dans les histoires. Autant le premier ça va, mais le deuxième je suis pas du tout rentré dans l'histoire. Les 3 lois du monde, c'est vraiment super bien. Voilà, c'était ma vidéo, mes lectures. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager. Ça fait toujours plaisir. En description, vous avez un lien vers tous mes réseaux. Twitter, TikTok, Instagram. Et sur ce, je vous dis à plus. Et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde.